Bonjour, bienvenue à l'épisode 18 d'OpenLayer. Pour cet épisode, j'ai reçu Bruno Kinder, qui est présentement développeur logiciel chez Revenu Québec et qui fait aussi la maîtrise professionnelle en intelligence artificielle à l'Université Laval. On a beaucoup parlé de vraiment son enthousiasme par rapport à l'apprentissage machine, puis des changements que ça va apporter. C'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment intéressé par ça. Puis aussi de la robotique, là, qui finalement commence à s'intéresser aussi un peu. On a glissé un peu des mots, quelques mots là-dessus. Puis sinon, on était un petit peu... à la fin, là, il fallait un petit peu mettre ça plus vite, là, parce que finalement, Bruno, c'est un nouvellement papa, puis il fallait qu'il faire vacciner son petit garçon. Donc, c'est ça, il y a un moment donné, peut-être que vous allez voir là, vers la fin, là, dépendant du montage, qu'est-ce que ça va donner. Là. Mais il y a des petits moments, là, et finalement, on a une visite de son petit garçon. Puis sinon, mis à part ça, vraiment intéressant, on a parlé de beaux sujets, puis de beaucoup parler de finalement son expérience, puis de son savoir au niveau du développement logiciel. Une grosse expérience là-dedans. Puis sinon, je remercie mes partenaires, donc l'Agile, l'Allier, le SPLA, et Dotlayer, finalement, qui me supportent dans mes activités. Puis si vous avez d'autres suggestions, vous voulez venir présenter quelque chose qui serait intéressant, gênez-vous pas de m'écrire, je suis vraiment ouvert à ça. Puis sinon, je souhaite une bonne écoute. Qu'est-ce qu'on disait? On disait oui, maîtrise, oui, 3 ans, tu disais... Mais je disais qu'il y a plein d'étudiants qui finissent son bac qui ne savent pas quoi faire après. Mhm. Ils ne veulent pas nécessairement rentrer au marché du travail parce que un marché de travail, tu ne sais pas exactement quel est le domaine vraiment. Mettons, tu es en informatique, mais qu'est-ce que je veux faire? Je vais t'en développer C'est vague, ici, en il y a de maudit, ça, c'est l'informatique. vague. Là. Et finalement, tu ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu es déjà à l'université, tu fais la maîtrise. Mhm. Mais là, quand tu fais la maîtrise sans voir vraiment un but clair de moi, je fais pour ça, si tu en offres à quelque part, c'est facile à lâcher, c'est comme j'ai fait à l'époque. Mais là, aujourd'hui, mettons, je décide de revenir, mais j'ai un but plus spécifique. Je dis, ah ouais, je veux Ouais. aller machine learning, je veux aller apprendre ça, je veux aller améliorer, évoluer. Donc, ça change un peu C'est plus la facile game. parce que là, t'as Ouais, un cap à suivre. Là. c'est ça. C'est plus facile, mais si tu sais quand tu Plus reviens aux facile études, aussi, là, mais c'est c'est ça? facile avec ton but, mais ça revient. Ça revient vite. Il y a des, Ça il y a des revient vite. compromis à faire aussi. Ah ouais. Là. Ah ouais. Pourquoi tu as décidé d'aller vers le machine learning? Bon, machine learning, ouais, ça fait, je pense, dans ma vie, ça fait 7 ans que je suis développeur. OK. Déjà, j'ai joué plusieurs rôles là-dessus. J'étais architecte, analyste et plusieurs systèmes différents. Il y a plusieurs compagnies de ce que j'ai vu. Plusieurs Là. compagnies aussi. T'en as parti une Des d'ailleurs. grandes compagnies, des énormes, des compagnies avec des 50 000 employés, OK. des petites compagnies. J'ai eu ma propre compagnie Ouais, aussi. c'est ça que j'ai vu. J'ai Là. J'ai essayé. oublié le nom, mais je me rappelle, j'ai vu ça. Il y avait deux compagnies. C'est ça, C'était t'en as Info eu deux. Là. Associates. Ouais, OK. Il y avait Fizi, qui s'appelait, c'était une compagnie c'est en anglais Digital Marketing. C'est de marketing OK. numérique qu'on faisait. Mais ça, c'était juste parce que Ça te tentait? ouais, ça, je disais, je vais essayer ce côté-là, mais c'est pas vraiment quelque chose qui m'attirait, parce que c'est pas trop technique, le marketing digital, OK. le numérique, c'est quelque chose plus de production de contenu, si on veut, et OK. de la partie technique, pas grand chose. Mais du machine learning, ce qu'on voit, c'est le bon exemple de Google qu'on voit depuis là, son algorithme n'a pas trop changé, mais là, il commence à voir des résultats c'est surprenant, des choses qu'on regarde, même avec des images, qu'on voit des concours qui ImageNet, d'identifier un objet, et on voit qu'à partir de 2008, depuis 2008, je crois, qu'ils ont commencé à utiliser du deep learning parce qu'ils avaient des données pour entraîner le réseau. Et là, ça tombe de 26% en taux d'erreur à 15%. On dit, waouh, c'est incroyable ça. Ouais. Les gens, des spécialistes en images, ils faisaient des algorithmes vraiment très spécifiques qui avaient 26% d'erreur. Et là, il y a quelqu'un qui ne connaît pas tout des images et il entraîne un réseau n'importe comment. Oui, moi j'ai 5% d'erreur. Exact. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu comprends quand tu connais des images? Non, je connais pas tout, mais j'ai entraîné un réseau avec ça qu'on avait. Il a fait ce qu'il a fait à faire. Là. Ouais, je trouve assez impressionnant. C'est un marché qui, c'est sûr que s'en vient. Il y a de plus en plus de trucs de machine learning parce que de plus en plus qu'on a des données. Et c'est vraiment, ça m'attire parce que c'est incroyable la puissance qu'on a. Et c'est pas évident
quand on commence à étudier, on voit qu'il y a plein de statistiques et mettons, moi j'ai un background développeur. Un développeur n'est pas nécessairement quelqu'un spécialiste en statistique, malgré que j'ai fait un cours avec la base comme génie, donc je suis quand même en bonne base mathématique, mais il faut rattraper tout ça ces années. C'est ça fait longtemps qu'on n'a pas refait. Qu'on n'a pas fait. Je suis pas certain que tu as fait des intégrales pendant que tu travaillais. Pas tout, on fait pas jamais. Même quand on fait de machine learning, on fait pas, mais c'est bien de comprendre le concept en arrière. Mais plus à dériver aussi, puis de comprendre l'intuition qui se passe. Oui, parce que là, si tu veux changer ton algorithme, et là, même en machine learning, c'est très intéressant parce que en deep learning spécifiquement, on ne sait pas pourquoi ça marche. C'est qu'on ne sait pas expliquer la fait et les résultats. Et là, d'après moi, ça veut dire que c'est un domaine vraiment récent. Parce que les gens ils commencent à essayer de comprendre comment ça marche. Donc, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. C'est nouveau, c'est récent. Ça peut régler plein de problèmes qu'on a et on ne savait pas quoi faire on ne sait pas quoi faire avec ces problèmes-là. Et peut-être qu'avec cette technique-là, c'est qu'on peut commencer à découvrir du nouveau. C'est machine learning, spécialement pour, si on voit la voiture autonome, qu'on peut appliquer de machine learning avec du deep learning pour traiter des images, pour reconnaître des choses. On peut améliorer la qualité de plein des services qu'on a. C'est quand même fou la quantité de données générées par un auto autonome. Là. J'avais vu ça, je me rappelle plus c'est qui avait montré ça, mais c'est quelque chose comme 150 gigs de données par minute ou 5 minutes, je suis plus certain, qui est généré par un auto. À cause du lidar, la vision, les positions GPS. Puis là, ça fait juste monter, parce que c'est tout plein de capteurs qui mettent partout. C'est fou quand même la quantité de données. J'imagine même pas la quantité. L'ordinateur, comment elle doit être puissant pour traiter toute cette information-là rapidement, parce que ça va prendre des fractions de secondes. Là. Et on s'entend que ces capteurs-là, ils fonctionnent à des fréquences vraiment, dépendamment du capteur, mais c'est des fréquences très élevées par seconde, par minute. Donc là, à chaque seconde, il y a un paquet de données qui est généré pour le capteur. Donc là, on traite ça en temps réel. Et après ça, on génère des données pour entraîner un réseau plus tard. Mais c'est des données, c'est incroyable la quantité. Je pense que même Tesla a donné des voitures de monde. C'était gratis, juste pour avoir des données. C'est ça, parce que c'est un des problèmes aussi que je me rappelle plus le nom du professeur, mais c'est un professeur, et je me trompe pas, à l'Université de Montréal, qui lui est allé au MIT, puis un des problèmes qu'il y avait au début de l'automobile, c'est que ça coûtait cher. C'était comme à 300 000 $ pour avoir un auto autonome avec les capteurs. Ouais. Puis là, c'était difficile d'avoir beaucoup de données. Puis ce qu'il a proposé comme projet, c'est quand même cool. J'ai vu ça au rendez-vous IA. T'étais-tu allé en avril passé, rendez-vous IA? Oui. C'est Donkey Town, t'es-tu allé? Non, c'est pas celui-là, je crois. Lui, ce qu'il avait fait, autrement dit, ce qu'il a dit, c'est qu'un projet qu'ils ont fait, okay, on a besoin d'avoir des exemples de conduite. Okay. Donc, on va faire des petits robots. On va juste scale down. On va faire tout plein de petits robots. Puis ça va être des étudiants. En même temps, on va leur montrer à programmer. Puis ils vont nous faire des petits robots. Fait que ça va rien nous coûter. Tout ce qu'on apporte, c'est le matériel. C'est un petit Raspberry Pi, des choses comme ça. Puis les autres, ils programment si tu veux, c'est comme une carte. Puis ils se promènent sur les routes. Puis ils ont des exemples de routes comme ça. Puis ils sont capables de générer des exemples. Puis d'avoir des données pour s'entraîner open source. Wow. C'est quand même cool comme idée. Ouais. C'est Donkey Town, c'est ça. J'ai oublié le nom, j'ai Liam Nelson, mais je suis pas sûr que c'est. Je pense vraiment pas que c'est ça. Non, je connais pas, mais c'est très intéressant. Mais c'était vraiment cool comme idée finalement pour comme combattre le problème de j'ai pas assez de données ou que les données sont propriétaires par des entreprises. Ouais. Puis les autres se sont fait, OK, ben le milieu académique a fait, on veut des données, on va s'en générer, on va en simuler, mais on va en simuler en faisant quelque chose en plus qui va aider les générations futures à mieux coder, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment cool. Là. Ouais. Et si on voit des entreprises comme Google, Facebook, la force, c'est pas dans l'algorithme, c'est pas dans mais c'est de la donnée. Parce que le cerveau, on a aussi dans les universités, c'est sûr que chez Google, Facebook, ils ont des meilleurs aussi qui travaillent là-dedans, mais la force, c'est dans les données. C'est ça, les données sont privées, mais tandis que même eux, ils publient des choses. Très souvent, ensemble, un chercheur qui travaille chez Google publie avec un chercheur chez Facebook, ils échangent d'informations parce que, dans le fond, l'algorithme ne fonctionne pas sans les données. Les données, ça appartient vraiment à Facebook, à Google. Très souvent à des entreprises. Ça, c'est un autre affaire aussi parce que le monde pense qu'on va appliquer machine learning à n'importe où, mais c'est pas vrai. Ça prend vraiment du données pour que ça marche et c'est cher. Oui, c'est exactement. Cher, ou c'est long à acquérir. Puis il y a des problèmes qui sont plus difficiles que d'autres. La vision, les images, je pense qu'il y a quand même beaucoup de datasets libres. Ouais.
Mais des fois, il y a d'autres secteurs, mettons, je pense au NLP, des fois, c'est difficile d'avoir des datasets pour, dépendant des tâches qu'on veut faire. Il y en a des ouvertes, une vision, j'imagine que tu auras le même problème aussi à un certain point, là. Mais, ouais, comme tu dis, effectivement, c'est un gros problème. Ouais. Et c'est intéressant de voir que, mettons, aussi, le machine learning, ça peut régler plein de problèmes, mais ça peut amener d'autres aussi. Donc, c'est dangereux dans le sens, la puissance ou le pouvoir qu'on a dans les mains de faire des choses automatiques, autonomes. Et là, ça commence à une question éthique, une question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on va gérer certaines choses? Donc, je dis, c'est un domaine qui se dit, ouais, ça fait longtemps que je suis comme développeur, mais j'aimerais bien me spécialiser dans un domaine où on peut voir que c'est de nouveau vraiment. Il faut décider même, on ne sait pas trop quoi faire là, encore avec tout ça. On a des voitures autonomes, mais ça ne peut pas fonctionner encore parce que les lois, ça ne va pas passer la loi. Il y a quelques États américains qui commencent, avec les lobbies des entreprises qui commencent à passer des lois pour ça, mais il y a on est encore au balbutiement. Plein de questions. Avant que tout le monde est autonome, on est loin de là encore. Là, ouais. Mais ça, on parle des voitures autonomes, mais il y a plein d'autres domaines qu'on peut appliquer de machine learning, même des statistiques, des assurances, pour reconnaître des objets, des images, plein de choses. Mettons des robots qui vont à la Lune ou en Mars. Faire notre travail à notre place, finalement. Là. Ça, c'est de machine learning, ça, de deep learning. Plus qu'ils ont des données, plus qu'ils vont être plus précis et plus qu'on va pouvoir aller plus loin. Ben, ça, c'est vraiment intéressant dans ce domaine-là. Puis tu t'intéresses plus à quel secteur? La vision, NLP ou... Pour l'instant, moi, je commence à regarder un peu chaque domaine, mais il y a un domaine qui comme on parlait maintenant, tantôt, c'est de robotique mobile, c'est-à-dire de véhicules autonomes. Ça commence à cliquer un peu. Ça commence à cliquer un peu parce que présentement, je fais un cours avec Philippe Giguet, un très bon prof par contre. Je commence à voir les défis qu'on a là-dedans. Et on n'a jamais on n'a jamais su de rien en robotique mobile. C'est-à-dire, on ne sait jamais où est-ce que le robot il est à 100%. On ne sait jamais. Tout est un peu pigé dans une distribution, si on veut. Parce que il faut travailler beaucoup avec des données. Et il y a la partie... tu parles vraiment d'un robot, mettons, que je laisse autonome faire quelque chose. Je pense qu'il est là parce que je suis finalement sa distribution de déplacement, puis etc. Ouais. Okay. Mettons que tu as une voiture autonome et elle part tout seule, où est-ce qu'elle est? Mais où est-ce qu'elle pense qu'elle est? Tu vois? C'est deux choses différentes. Est-ce que où est-ce qu'elle est exactement, c'est différent de où est-ce qu'elle pense qu'elle est. Parce que sinon, elle peut rater une courbe ou quelque chose comme ça. Et ça vient des capteurs. Il y a plein de capteurs qui nous aident à faire ça. Il y a la robotique, si on veut, classique, qui va travailler avec des probabilités aussi, des bases et tout ça, pour essayer de gérer et de trouver la localisation, la position, plus précisément possible. Mais aussi Deep Learning qui va jouer là-dedans et qui va rentrer pour aider, pour trouver certaines choses ou pour identifier certains objets. Parce que une chose, c'est identifier, il y a un objet. Il faut que je tourne à gauche, à droite, peu importe. Mais est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est une... Je sais pas, il y a une différence aussi. Puis présentement, il utilise plus le machine learning, mettons, pour identifier que pour vraiment le pilotage du robot? Oui, il y a de machine learning, en fait, beaucoup qui est utilisé parce que des capteurs en robotique mobile, par exemple, les LIDAR, c'est des radars laser qu'on voit finalement, c'est plein de lasers qui est envoyé dans tous les sens, puis qui revient, puis on est capable de faire une imagerie, là. Ça, les tops, je pense, que le plus cher qui existe, ça coûte $100,000. Un capteur. Donc, c'est-à-dire, mettons, comment on peut vendre une voiture avec ça. C'est pour ça que Tesla, elle n'utilise pas ce type de capteurs-là parce que c'est trop cher. Donc, c'est qu'il fonctionne qu'avec des caméras. Donc, l'idée, c'est des caméras, c'est un capteur qui est très, qui n'est pas cher et qui a beaucoup d'informations. Il y a précis, il y a beaucoup d'informations, il y a plein de choses qu'on peut travailler, mais c'est pas facile de travailler avec des images. Donc,
il essaie de travailler avec des images pour essayer de trouver la localisation et aussi pour identifier des choses, pour voir qu'est-ce qu'on fait si on trouve d'ici. C'est pour ça qu'il y a plein d'erreurs des fois. Ah, il y a une voiture qui n'a pas vu telle chose. Ouais, comme qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas vu? Là, justement, là, il y en a une qui avait passé en dessous d'un camion puis le top avait coupé. Là. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas vu? Ça veut dire qu'il y avait des images, mais elle n'a pas identifié que c'était un camion en avant parce qu'elle pensait que c'était du ciel, parce que le camion était blanc. Cet exemple-là, me semble, c'est ça, exactement. Je pense que le camion était blanc puis c'était nuageux. Pour elle, c'est juste la continuité du ciel. C'est ça. Puis là, lui, elle a jamais freiné parce que pour elle. Il y a plein de défis qu'ils ont appris avec ça, mais il y a quand même, je crois, beaucoup moins des erreurs que les humains y font parce que c'est un ordinateur. Mais c'est quand même un beau défi là-dedans. Plus que des choses sont autonomes, si on veut, c'est moins. C'est-à-dire, on peut se concentrer sur d'autres tâches plus importantes pour nous autres que des tâches qui sont tout simplement mécaniques. Et en plus, c'est plus sécuritaire. N'importe où. Moi, je préfère beaucoup que si toutes les voitures si les voitures étaient autonomes déjà, il y aurait beaucoup moins d'accidents et de on a beaucoup qui parlent aussi que la congestion serait moins pire. C'est ça, la congestion, c'est moins pire. Tout ça, il y a plein de choses qui peuvent améliorer. On peut se concentrer sur d'autres choses parce que là, nous, en tant qu'être humain, on est bon pour plein de choses, mais pour des tâches qui demandent d'attention, en continu, c'est vraiment difficile, c'est ça. Là. Ça, on aurait dit beaucoup mieux que ça. Mais en robotique, ça commence. Je commence tranquillement, pas vite là-dedans. Je commence à m'intéresser à ça. Mais ça c'est un domaine qui s'en vient. Il est très fort. Il est déjà là. Il s'en vient encore plus avec voitures autonomes et d'autres. Mettons pour des forêts, pour des robots qui s'en vont en forêt pour trouver pour faire un mapping, pour trouver plein de choses. Mais comment qu'un robot autonome il peut aller dans des endroits qui sont dangereux pour l'humain? Il s'est retrouvé tout seul. Parce que si on fait un robot qui se promène dans la forêt, peut-être qu'il va être capable de se promener dans la Lune ou n'importe où, parce que là, on a des algorithmes puis même si j'avais vu, il me semble que j'ai vu ça dernièrement pour des pompiers, ils envoient des robots maintenant. Du moins, il essaie un projet pilote d'envoyer un robot dans une maison pour détecter s'il y a des gens. Plutôt qu'envoyer un humain. Ouais. Donc, comme ça, tu risques pas la vie de pompier pour quand il y a un incendie, bien sûr. Là. Ben, c'est ça. Si on est capable d'entraîner un robot en forêt, ben, pourquoi pas dans la ville pour mais faire c'est un tâches problème, ça, c'est du transfer learning, finalement. Là. C'est un problème qui est quand même difficile à adresser. Est-ce que tu as étudié un peu ça, le transfer learning? Non, pas encore. Parce que la base, en fait, ça, ma compréhension de ça, parce que je suis pas non plus un expert là-dedans, là, je commence à m'intéresser à ça, finalement, c'est de dire, quand tu montres, mettons, la gravité à un bébé, tu prends un objet, tu dis ça tombe, il va comprendre que ça tombe, tu n'as pas besoin de montrer avec un téléphone, tu n'as pas besoin de montrer avec tous les objets qui existent. À un moment donné, il fait comme, OK, la gravité, ben, si je laisse tomber quelque chose, ça va tomber vers le sol, tu sais. Mais un robot, tu as besoin d'y montrer plein d'exemples pour qu'il arrive à comprendre ça. Ouais. Fait quelque chose qui est dans le paradigme de l'apprentissage humain, ça fonctionne pas par rapport à nous, comme on apprend. Puis il y a des gens qui essaient, comme entre autres, il y a Chevengeo, Hugo Larochelle, qui se travaillent là-dessus pour essayer de ramener ça. Puis que là, justement, un robot, tu lui montrais à marcher dans une forêt, mais il serait capable de marcher dans une maison, puis marcher sur la Lune. Mais c'est un gros problème qui reste à tackle, là, finalement. Là. Je suis pas là-dedans encore. Je quand même, j'ai pas étudié, mais tout ce que j'ai entendu parler, c'est que c'est vraiment la frontière du domaine. Littéralement. C'est le renforcement. Comment qu'on entraîne qui n'a pas supervisé. C'est-à-dire, on ne connaît pas les résultats. Il y a une compagnie, je ne me rappelle plus qui a fait ça, mais qui a fait les jeux Atari. Des jeux vidéo Atari. Jouer à ça, ils ont pris plein de jeux de vidéo d'Atari. Avec juste l'image de jeu, et en récompense, de dire s'il a fait le bon mouvement, il y avait une récompense, sinon il a fait. C'est vraiment de renforcement. Ils ont réussi à avoir des résultats super humains dans plein de jeux qui étaient là. Juste avec les renforcements. Avec des images, si tu fais ça, c'est bon. Si tu fais pas ça, c'est mauvais. Donc là, ils commencent à entraîner. C'est un peu ça. Ce que tu apprends. Tu apprends avec à se promener, à la gravité, tout ça. Avec l'exemple, je suis tombé, ça marche pas. C'est peut-être pas une bonne chose que je tombe. C'est ça. Mais on peut pas faire ça avec une voiture autonome. Non, c'est ça. On va les faire rouler puis on les fait faire des crashs. C'est peut-être un peu plus difficile. Ouais, mais c'est un problème, je pense, qui est beau à
Oui. voir plus tard. Puis, c'est quelque chose, mettons, qui t'intéresse? Est-ce que tu as commencé à regarder pour ton... Parce que toi, tu fais la maîtrise professionnelle. Oui, je fais la maîtrise professionnelle. As-tu commencé à regarder pour le stage ou tu Ouais, laisses ça non, plus tard? on va voir, je pense, en meetup de machine learning, les 14, les 7, qu'on va parler un peu de ça. Je pense qu'il va y avoir des entreprises qui sont Oui, là. effectivement. Merci d'en parler. Le problème, c'est que dans robotique mobile, il n'y a pas de stage pour la maîtrise professionnelle. J'ai essayé de chercher un peu, de voir. Il y avait une entreprise qui s'est intéressée d'avoir un stagiaire pour faire... Mais il n'y a pas encore. C'est ça, la Lévis, C'était FP Innovation. Eux, ils cherchaient un organisme pour des recherches dans les forêts ou quelque chose. Comme je connais pas tant que ça. Mais eux, ils s'est intéressés à faire quelque chose de robotique mobile exactement pour faire un robot qui se promène dans la forêt pour faire des mappings. Ça pourrait être une occasion potentielle, là. Ouais, mais eux, ils étaient pas préparés pour la maîtrise professionnelle, non pas parce que ça prend c'est quand même long un projet en MITAX. Exactement, c'est ça. Faut que tu soumettes un projet MITAX. Camille va tout nous expliquer ça le 14, c'est ça, 14 novembre au camp. Donc, les 14, j'espère... c'est ça, je suis ouvert un peu, parce que n'importe quel domaine, même si on va... Les domaines sont très corrélationnés, dans le sens ils sont liés à ce que la base est vraiment la même. C'est juste où est-ce que tu vas appliquer un peu tes connaissances. Ici, à Québec, je sais qu'à Montréal, c'est très, très fort en intelligence artificielle. Toutes les grosses entreprises, elles ont là-bas. Là. En plus, à cause de Yosha Bengio qui est là. C'est ça, ça a fait un pôle vraiment autour des autres. Là. Mais ça, c'est bien pour nous autres aussi à Québec, parce que ça vient aussi. Mais je sais pas, je connais quelques entreprises qui travaillent, qui font de machine learning, mais comme on disait, c'est pas pour n'importe qui. Donc, à Québec, j'ai hâte de voir d'aller au meetup. Voir les opportunités. Oui, voir les opportunités qu'ils nous offrent. Je sais que les assurances sont très fortes là-dedans, mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'on peut voir? Là, mettons, toi, tu travailles chez Revenu Québec, c'est ça? Oui, je travaille chez Revenu Québec. Est-ce qu'ils ont commencé à en faire? Par curiosité, là, je ne sais pas si tu as le droit de divulguer non plus. Revenu Québec, ils font... Pas de machine learning, vraiment. Mais ils font... Ils font de machine learning, mais ils utilisent une application comme SAS. C'est déjà préparé. Et c'est des statisticiens qui tombent là-dessus. Ils font leur modèle à mi-temps. Ils testent avec les données et tout ça. Il n'y a pas vraiment de machine learning qui est encore... Plus d'analyse statistique. Oui, parce que, comme on disait, c'est cher. Et des résultats... du machine learning, c'est bien expliqué. Ils utilisent beaucoup d'algorithmes connus comme SVM et d'autres. Mais du deep, mettons, c'est loin. Parce qu'on ne peut pas, mettons, on décidait de dépasser telle loi ou d'augmenter des taxes ou faire telle chose parce que mon réseau deep me dit ça. Pourquoi elle dit ça? Aujourd'hui, on est encore un peu loin de... Si, il faut justifier des choses en plus au niveau du gouvernement. Surtout pour de l'inspection aussi, si disons détection de fraude, c'est un peu difficile de dire on va faire l'inspection sur toi, mais pourquoi? Parce que notre modèle a dit ça. Oui. C'est peut-être difficile en cours de justifier ça. Là. C'est un champ magnifique pour travailler ça en Revenu Québec, mais ils n'ont pas encore l'investissement là-dedans parce que c'est compréhensible. Il faut expliquer des choses, il faut attendre, il faut que ça évolue un peu plus pour qu'on travaille là-dedans. Donc malheureusement, je ne peux pas faire mon stage là-bas pour l'instant parce qu'ils n'ont pas un projet en machine learning vraiment très fort. Mais c'est sûr, je dis, si vous n'avez pas là, vous allez voir bientôt. Parce que c'est ça, ça va venir. Ça va venir. Mais là, avec des fuites de données qu'il y a eu Revenu Québec et d'autres, c'est pas la priorité, là. Ils ont d'autres choses à gérer, là, je pense. C'est ça. Puis je les comprends aussi, là, tout à fait. Là. Puis ton parcours en génie logiciel, penses-tu qu'il t'aide beaucoup, mettons, dans l'accomplissement des compétences que tu essaies d'acquérir? Genre, est-ce que tu trouves que d'être un bon programmeur, ça l'aide ou, t'as-tu... Mais je pense qu'il savoir programmer, même en machine learning, c'est très important. Je connais le monde qui ont peur un peu de... Ce qui est comme développeur, c'est quelque chose qui est bien, que tu apprends à évoluer. Parce que c'est pour les autres professions, des fois, et pour les autres domaines, on reste toujours... on fait quasiment la même chose pendant plusieurs années, ça évolue, mais pas très vite. En programmation, comme développeur, ce que j'aime bien, et ça dépend aussi de chacun, mais j'aime bien
qu'on change à chaque fois. Moi, je programme en Java aujourd'hui, la semaine prochaine, peut-être en Python, ou après en C#. Et plusieurs frameworks qui sortent et qui reviennent. Et qui sortent. Moi, je trouve ça très bien. Et comme développeur, je suis loin. Je connais même pas 10% de tout ce qui existe. Mais là, c'est ça l'affaire. Il faut que tu saches que tu connais pas tout. Et mettons, moi, en tant qu'architecte, il faut juste comme monter du Lego. C'est vrai, il va y avoir toujours dans ton équipe qui connaît plus telle technologie que toi. Il va y avoir toujours un programmeur, peut-être un jeune programmeur qui adore, mettons, de React. Donc là, il va connaître beaucoup plus que ça. Donc, il va aller demander qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comment on peut intégrer avec telle chose. Mais c'est ça, quand tu commences à avoir de l'expérience, si tu apprends un peu à... J'ai pas besoin de connaître ça vraiment à fond pour aller monter mon Lego et bâtir ma solution là-dessus. Parce que il y a quand même un paquet de technologies. Ouais, c'est ça, puis en sort une quantité phénoménale aussi. Ouais. Mais c'est sûr que savoir développer, c'est savoir... En tout cas, connaître la base vraiment de la programmation, qu'est-ce qu'elle a en arrière, ça aide beaucoup parce que peu importe le langage, peu importe où je vais tomber, mettons là, je commence à parler de machine learning, mais dès que tu as la base, mais le reste s'en vient quand même assez facilement. Ça prend du temps, mais c'est... Puis, penses-tu que Python ou Java serait un meilleur langage pour le faire ou... Python, c'est que j'aime bien. Python, je sais plus récemment, j'étais un développeur Java, ça faisait pendant plusieurs années. Java, je trouve très complexe comme langage parce que pour faire quelque chose de simple, tu écris beaucoup de code. En Python, ce que je trouvais très intéressant, c'est que c'est un langage que tu es capable de t'exprimer en pas beaucoup de lignes de code. Et tu fais la même chose. Java a évolué. Je travaillais, c'était le Java 7, là c'est 1.7, là c'est le Java 8. Il y a plein de choses qui ont été introduites dans le Java, et, comme des lambda expression et plein de choses. Mais je pense que Python, c'est très intéressant parce que c'est simple. Et là, tu peux te concentrer sur le problème et le langage va t'aider un peu. Et c'est clean, c'est propre, on connaît bien. Mais sérieusement, les choix de langage, ça dépend de ton environnement, qu'est-ce que tu connais. Tu sais, mettons, si tu connais bien C#, pourquoi tu vas faire Python? Si tu connais bien déjà C#, fais ça en C#. Des librairies qui sont disponibles, mettons, en Python aujourd'hui, on a TensorFlow, pour ceux qui veulent faire du deep learning, il y a TensorFlow. Il y a PyTorch, donc ça serait bien de partir vers Python parce que dans les autres, il y a moins de support, mais il y a quand même Microsoft qui a un framework de machine learning. Là, c'est ça, là. Ouais, mais je connais moins, mais tu sais, c'est toujours quand tu as de l'expérience, ça dépend de ton environnement, avec qui tu vas travailler, quelle est la connaissance de ton équipe, de ton projet, pour que tu puisses décider, OK, je vais vers tel langage, ou vers tel framework, ou vers telle technologie. Parce que dans le fond, il n'y a pas un meilleur que d'autres. Ça dépend vraiment du contexte que tu as. Ça dépend de plein de choses. Ouais, effectivement, tu as raison. C'est ça que je trouve intéressant parce qu'il n'y a pas une solution. Ça, c'est la meilleure. Ça dépend. Je travaillais dans le projet on faisait beaucoup de choses avec Java et c'était bien. Mais pourquoi? Parce que l'entreprise avait déjà la licence, la structure, tout l'environnement, c'est avoir ça, tout préparé pour Java. Mettons, le gouvernement aujourd'hui, où je travaille, c'est beaucoup Microsoft. Ouais, mais pourquoi qu'on ne peut pas utiliser Python? Ça, oui, mais imagine, toi, une entreprise comme Revenu Québec changer toute leur infrastructure. De même, là. De même. Si, même qu'on a plus en énergie. Moi, je suis avant mon congé patenté, j'étais dans l'équipe déjà de recherche-développement. Le but, c'était d'implanter, de diffuser le DevOps en Revenu Québec. Donc, on a quand même bien avancé. On pouvait tester n'importe quoi. On a vraiment, avec Docker, avec des containers, avec plein de choses. Mais c'est pas ça la réalité d'un day by day à Revenu Québec, c'est sûr que non. Mais on poussait des affaires comme ça. Mais c'est pas évident parce que tu vois, il y a des humains de l'autre côté aussi. Il y a du monde, il y a des développeurs qui viennent sortir du bac, il y a d'autres qui sont là, ça fait 30 ans, qui programment un COBOL, des langages comme ça. Dans la réalité, c'est pas
C'est pas comme dans la théorie qu'on voit des choses, se trouvent, c'est bon, c'est plus efficace. Ouais, mais il y a du monde qui sont là aussi, qui ont des bonnes journées, des mauvaises journées aussi. Des fois, il y a quelqu'un qui est fâché, tu te dis, regarde. Ouais, c'est ça le facteur humain finalement, tu sais. Ça joue beaucoup. C'est ça, tu peux pas arriver à dire, bon ben là, mettez toute votre expérience en terre, on part en Python, c'est difficile à faire comme changement, là, c'est ce changement de structure, là. Ouais. Mais à la fin, regarde, ce qu'on va faire, c'est implémenter des algorithmes, des trucs de même, peu importe le langage. Dès que tu as une équipe qui est content, là, ça va fonctionner mieux. Ouais. Si tu as une équipe qui est peu importe le langage. Peu importe le langage, peu importe l'environnement. C'est sûr que Python, pour ceux qui veulent commencer, c'est vraiment simple. Comme langage, dans ma vie comme développeur, je sais plusieurs. C'est sûr que c'est un des plus simples, je trouve, plus clean, si on veut. Non. Il y a plein de ressources qui nous aident aussi à faire des choses très, très performantes comme NumPy, qui nous permet de faire des multiplications de matrices et tout ça. Tout ça, en arrière, c'est C et C++. C'est ça, il y a quelqu'un qui l'a fait pour nous. Python, la plupart des choses en arrière, c'est en C++. C'est ça. On ne se cachera pas, mais c'est que la couche par-dessus, comme tu dis, est vraiment agréable à utiliser. Ouais. Puis elle est proche du langage humain aussi, souvent. Là. Ouais. Oui, puis non, mais elle est plus proche que Java, du moins. Là. Je trouve, là, j'ai fait un peu de Java, puis Java, comme tu dis, tu peux en mettre long des lignes de code avant de commencer à faire quelque chose de vrai. Il y a une expression qui s'est dit, je me rappelle comment on dit en français, mais c'est comme si tout ce qu'on fait aujourd'hui, on se base on était sur les épaules des géants du passé. C'est-à-dire, tu sais, regarde, aujourd'hui, on a plein de librairies qu'on va pas rentrer, on va pas refaire la roue, elle est déjà là pour nous, on va juste se baser là-dessus pour évoluer. Comme dans la science, il y a plein de théorèmes, plein de choses qui ont été découvertes aujourd'hui, dans les dernières années, comme en deep learning, mais la base était déjà là, c'était quelqu'un qui a déjà fait. Tu n'as pas besoin de la faire au complet. C'est ça, de plus en plus, j'ai recherché par rapport à ça aussi, il disait que la dernière fois dans le monde où quelqu'un était capable d'avoir toute la connaissance qui existait, mettons, c'était, je pense, pas si longtemps, je pense que c'était 1800 quelque. Ouais, c'est longtemps, mais je pensais que ça serait avant Christ. Mais ça fait quand même, mais c'est 1800 quelque, t'étais capable. Mais c'était humainement possible, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est exponentiel. Même en génie, même un génie, il saurait même pas tout dans son domaine. Mettons qu'il y a quelqu'un en physique, en médecine, il ne peut pas tout connaître de son domaine. C'est trop complexe. C'est trop complexe. Même dans son domaine, il va juste connaître juste une partie de son domaine. Ouais, je sais plus c'est qui avait dit ça, mais je me sens que c'est un professeur d'école qui avait dit « Je génère plus de savoir à chaque seconde que ce que tu es capable d'apprendre à toutes les secondes. » Fait qu'à un moment donné, tu peux pas tout connaître. Puis c'est là que c'est justement les équipes multidisciplinaires, ça devient important. C'est là que ça joue un peu de deep learning, de machine learning qui vient nous aider à dealer, si on veut, avec toutes les informations qui sont générées. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a beaucoup d'informations qui génèrent chaque seconde. Fait exact. Il y a des moyens. Puis comme tu as dit aussi au début, on peut se concentrer sur des choses plus intéressantes. Si tu passes tout ton temps à juste refaire les mêmes tâches, peut-être qu'on pourrait utiliser à faire d'autres choses, puis que tu peux apprendre d'autres choses de plus intéressantes, ou du moins apporter un plus-value. Et ça, je trouve très important, c'est-à-dire de connaître qu'est-ce qu'on a, mettons, aujourd'hui, si je tombe sur un nouveau projet, peu importe le projet, soit machine learning, soit n'importe quoi, première chose que je vais faire, c'est qu'est-ce qu'il y a déjà là-dedans? Qu'est-ce qui existe là-dedans? Qu'est-ce qui peut nous aider à faire ça mieux? Ou même s'il y a rien dit, qu'est-ce qu'il y a peut-être corrélé avec ça, qui est lié, on peut s'en servir pour faire ça, parce qu'on va pas partir à zéro, tu vois, on va partir de quelque chose qui est déjà fait. Si on part à zéro, ça va être très long, on va faire, donc on commence un peu et on va voir, c'est toujours une corrélation avec quelque chose, il y a toujours déjà une librairie, un framework, un langage, une technologie, ou quelqu'un qui a déjà fait quelque chose là-dessus, et on part de là. Mais c'est un peu de machine learning, on part jamais à zéro. Et en plus, cette machine learning, aujourd'hui, je trouve très intéressant, c'est comme si on ne crée pas de nouveaux algorithmes quasiment, mais on fait juste changer des paramètres, des choses qui existent déjà, parce que les combinaisons, c'est incroyable, ça explose le nombre de combinaisons possibles. Donc, on prend une structure de réseau et on dit, on ajoute une couche, on enlève une couche, on ajoute de trucs, et là, voici, je publie un article parce que c'est quelque chose. Il y a des discussions là-dessus, mais c'est intéressant. Est-ce que ça, c'est une publication ou pas? Mais tu as pris un réseau, tu as ajouté plein de choses, tu as fait un fine-tuner le réseau, mais tu as des résultats qui n'existaient pas avant.
Mais tu n'as pas fait vraiment quelque chose de nouveau, ou peut-être que tu as fait, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est pas sorti de nouveaux algorithmes depuis vraiment longtemps relativement, mais puis la plupart c'est justement du grid search ou des hyperparamètres, de la recherche d'hyperparamètres là. C'est comme les Transformer, BERT là, et compagnie là, que finalement c'est juste des plus gros réseaux sans cesse. Puis là, qui vont chercher des 0,1%, des 1%. Là, c'est une bataille à la précision pour des hyperparamètres. Là. Exact. Même le GPT-2 qui a lancé le réseau, qui c'était très dangereux. Non, ils ont voulu faire peur plus qu'autre chose. Là, c'est ça, mais... Et qu'est-ce qu'ils ont fait de nouveau? C'est vraiment la donnée qu'ils avaient, plus... c'est un gros... Ils ont crawlé le web au complet quasiment. Oui, mais là, ils commencent à publier d'articles là-dessus. Ils disent, regarde, mais c'est nouveau. Il y avait pas avant. Ils ont trouvé quelque chose. Même si les données qu'ils ont entraînées, c'était un rejet de données, ou peut-être qu'ils ont fine-tuné, ils ont trouvé une architecture qui fonctionnait par hasard, je sais pas. Parce qu'il y a des monde qui discutent, si c'était par hasard, ça ne mérite pas quelque chose. Mais il y a plein de choses dans la vie que c'est par hasard. Même être un milliardaire, des fois. Oui, mais il y avait... C'est quoi, c'est la pénicilline? Oui, il y a plein de découvertes. Exactement. Là, finalement, il avait oublié des microbes, en tout cas, je sais pas comment appeler ça, là, mais une culture de microbes. Il est parti, puis il est revenu, puis il a fait comme, tabarnak, j'ai inventé quelque chose. Exact. Oui, non, c'est un très bon... C'est intéressant. Parce que c'est par hasard, ça ne mérite pas. Parce que tu as fait, mais tu t'attendais pas, il faut voir l'intention. Je voulais faire ça, je l'ai fait, voici. Mais il y a plein de choses dans la vie qu'on trouve par hasard vraiment. Ça mérite aussi. Ça ne veut pas dire que le gars qui a trouvé, il ne mérite pas. Parce que peut-être c'est un chercheur, peut-être c'est quelqu'un qui a mis des heures là-dessus, il a mis vraiment un effort, mais à la fin, il ne trouvait pas. Et puis finalement, par hasard, il y a un étudiant, quelqu'un qui a montré, c'est ça, mais c'est ça. C'est difficile à juger. Je pense que si c'est de nouveau... mais ça mérite toujours de discussion, mais l'académie, si on veut, le monde des papiers, d'articles, tout ça, des fois, il y a un peu d'ego là-dessus. C'est un domaine assez aride aussi. C'est pas évident. J'ai déjà joué un peu là-dessus, mais c'est complexe. Mais, tu sais, c'est de nouveau... pourquoi pas? Non, t'as raison là, pour ça. Puis, là, comme tu dis, finalement, ils ont été audacieux d'aller chercher plus de datasets, puis plus de data. Puis, puis qu'est-ce d'autre qu'il y avait? Mais tu sais, mais c'est juste aussi, c'est pas accessible pour. Tu sais, j'ai recommencé du début, là. Ce modèle-là, anyway, de toute façon, c'est pas tout le monde qui peut l'utiliser parce que juste le mettre sur une carte mémoire, c'est impossible. Là. Genre, 8 gigs, c'est pas assez. Là. Donc, on a essayé de mettre un modèle BERT, là, en fait, qui est 3 modèles avant GPT, puis on n'arrivait pas à le mettre sur 8 gigs. Là. Il y avait trop de paramètres. Là. Ce qu'on dit, tu peux pas publier quelque chose parce que tu es le seul dans le monde. Qui est capable de faire ça. Mais pourquoi pas si tu es le seul capable de faire ça? T'as raison. Parce que tu as de l'argent. Tu as de l'argent, mais c'est vrai. Mais c'est... Oui. Non, tu as raison que finalement, c'est juste un accès différent à ça. Là, puis de toute façon, avant qu'une entreprise utilise ça ou soit apte que ça vale la peine d'aller chercher ça, il y a peut-être d'autres choses à faire avant. Puis que là, ça va devenir plus intéressant. Puis peut-être dans 5 ans, là, ils vont reconsidérer, puis ils vont être rendus à prendre ces modèles-là, puis tout. Mais oui, effectivement. Mais je suis pas pour ou contre, j'ai juste lève la discussion, mettons, parce que, mettons, Google, il y a plein d'argent, il y a d'autres compagnies qui ont plein d'argent. Eux, ils peuvent avoir une ferme de GPU incroyable, assez puissante, mais ils sont les seuls à pouvoir faire ça. Désolé, ils ont de l'argent, mais pour des raisons. Ils ont de l'argent à faire ça. Comme la computation quantique aussi, que Google a sorti un résultat incroyable. Mettons, si ça marche, c'est fini le GPU. Ils vont aller vers là. Et c'est Google qui l'a. Et peut-être qu'il va... C'est juste lui qui va pouvoir rouler des réseaux en temps réel, si on veut, pour des données, des jeux de données faramineux. Donc, ça va être quelque chose. Mais tu sais aussi, le contexte un peu a fait en sorte que Google est devenu comme ça. C'est que c'est le plus gros service de chercheurs web au monde. Puis ils n'ont pas le choix d'utiliser des ordinateurs pour faire ça. Donc, c'est sûr que les autres sont incités à améliorer le plus possible
leur capacité de computationnelle de leur ordinateur. Donc, si c'est de faire de façon plus intelligente leur recherche ou leur processing de data, ils vont aller vers ça. Fait que, tu sais, on peut pas leur vouloir d'avoir fait qu'est-ce qui était bon pour leur entreprise, qu'est-ce qu'ils pensaient être bon pour leur entreprise pour améliorer finalement la rentabilité, etc. Tu sais. Ouais, mais je pense que, mettons, avec les années où la loi des mots, qu'on double, Ouais. on triple, je ne me rappelle pas par cœur, mais qu'on multiplie, Ouais. c'est exponentiel, ça Oui, fait c'est des ça, années, c'est ouais. encore valide. Ils ont dit, ça va être encore valide pour un bout, je crois. C'est-à-dire que même nous, on va avoir accès, peut-être les prochaines générations, je sais pas, mais c'est qu'ils vont avoir accès à de plus en plus de puissance et ça va augmenter aussi. Donc, c'est-à-dire des choses qu'on fait aujourd'hui avec notre cellulaire. Quand je commençais à l'université, Il n'y avait pas ça. Là, tu sais, mon ordi, que c'était énorme, ça occupait un bureau complet. Il faisait même pas 1% de que mon cellulaire est capable de faire aujourd'hui. Ouais, Donc, c'est ça. Mais c'est ça qui est fou. Dis-moi, Là, je dis pas, mettons, encore plus loin, 1500. Quand ils ont cassé Enigma, là, l'ordinateur, c'était ridicule le nombre d'opérations par seconde qu'il faisait. C'était rien par rapport à... Une montre une montre électronique fait plus que... Je me rappelle plus comment il s'appelle cet ordinateur-là. Que l'ordinateur qui a cassé Enigma, là, t'es comme... Moi, c'est juste autour de mon poignet. Là. Ouais, si je me rappelle bien, j'avais un tour chez nous, mais c'était un 386 qu'ils appelaient l'ordi. Et je pense que j'avais des cas de mémoire. C'est comme... Ouais, c'est rien. Là. C'est rien, ça. Un dossier, ça prend 4K, mais ouais, je pense c'était pas des 4 peut-être, mais c'était des mégas, mais comme des 4 mégas ou quelque chose comme je me rappelle même pas, mais moi j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu... Tu sais, nous, on était avant l'iPhone. Il n'y avait pas l'iPhone. Ouais. Le cellulaire, quand il est sorti, je me rappelle aujourd'hui, quand l'iPhone est sorti, les gens, des spécialistes disaient « Non, les gens aiment bien un clavier. Ils ne veulent pas toucher dans l'écran. Ça ne va pas marcher. » ces spécialistes-là, ils sont encore des spécialistes d'aujourd'hui. Oui, t'as raison. Il y a des choses qui changent, puis oui. Donc, ça vient avec la... Moi, j'adore ces changements-là. C'est toujours, ça lève des discussions, ça vient des choses. La machine learning, c'est comme si c'était dans la frontière, parce qu'à chaque chose qu'on trouve, c'est toujours polémique, c'est ça. Mettons, il y a Google qui trouve de quoi, waouh, les gens, c'est dangereux, Il y a Tesla, où il y a voiture autonome, même Google est là-dedans aussi. Là. Ils trouvent de quoi, voiture qui est capable de faire ici, waouh, c'est extraordinaire, tu vois. Et dans le fond, c'est pas tant que ça des créations de nouvelles, tu sais, des mathématiques qui existent déjà des années. Donc, il se fait juste appliquer ça dans une quantité faramineuse de données et avec des méthodes, tu sais, comme pour voir, et à la fin, il y a des résultats extraordinaires. Mais si les résultats sont extraordinaires, ça peut aider le monde. Ça, je trouve fantastique. Et c'est comme j'aime bien le changement, et machine learning, c'est cette frontière-là, ça arrive, c'est des choses qui arrivent dans ces frontières-là. Donc, je trouve très, très, très intéressant à ce niveau-là. C'est vrai. Mais c'est difficile, mettons, parce que, comme c'est la frontière, c'est pas tout le monde qui travaille là-dessus, qui peut comprendre, en mettant souvent un emploi là-dessus. C'est pas... Mais il n'y a pas tant que ça de monde encore qui peuvent t'offrir un emploi là-dedans. Mais en même temps, il n'y a pas tant que ça de monde qui connaissent le domaine. Mais tu sais, c'est intéressant. L'offre n'est pas très élevée par rapport à la demande, mais aussi des fois c'est tellement spécialisé que c'est difficile de trouver une bonne demande pour l'offre, là, tu sais, finalement. Là. Ouais. Mais de plus en plus, parce qu'il y a des entreprises, mettons, comme des grosses entreprises, ils cherchent du monde, ils ne trouvent pas. Non, c'est ça. Il y en a pas assez de monde. En fait, l'univers du numérique, les TI au complet, genre, c'est un problème, là. Ouais. Je veux dire, le monde s'arrache, puis tu dois être sollicité sûrement aussi un peu sur les réseaux comme LinkedIn. Ah oui. Je veux dire, le monde s'arrache ça, puis ils se battent pour ça, là, finalement. Ouais. Tout le temps, et c'est incroyable. Mais même pour développer toutes sortes d'applications, ils ne trouvent pas. Je dis, il y avait un offre d'un poste de développer PHP. C'est comme si c'est quand même vieux, ça, PHP. La base, d'entrée, l'offre, je ne me rappelle plus quelle est la compagnie, mais je voyais, l'offre était là.
Je pense que c'était à l'université Laval. Je me rappelle plus où est-ce qu'elle était. Mais j'aimerais que l'offre était là, était renouvelée, était là. Ils ne trouvent pas. Un développeur PHP, ils ne trouvent pas. C'est incroyable. On est bien aussi en même temps parce qu'on a aussi des choix avec ça. C'est quand même un peu... comme je dis, ça mérite des discussions. Voir qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'on donne plus de formation de programmation parce que les choses vont être de plus en plus de programmation, d'automatisation et tout ça. Je pense qu'il y a une prévision qui est dans les prochains 5 ans, il y a 60% des emplois qui existent aujourd'hui ne vont être pas les mêmes. Ils vont changer. Non, parce que 60%, c'est on est énorme. dans une ère de révolution industrielle, puis tout est en changement présentement. Fait que c'est sûr que les emplois classiques vont être redéfinis, là, finalement. Même il n'y a pas plus tard que tantôt, même l'image du travail aussi est différente. Maintenant, les jeunes, on va plus travailler. Moi, je ne vais pas travailler en veston. Est-ce que tu vas travailler en veston? Non. C'est pas mal fini, mais à une époque, tout le monde travaillait comme ça. Fait que, on est dans une période de changement. Mais par rapport à justement la programmation, comment tu as un enfant, est-ce que tu lui démontrais à programmer? Ben, pas encore, il a 6 mois. Donc, mais il commence à voir parce que des fois, il pleut. Je n'ai pas le choix de rester avec moi. Tu le regardes programmer, là. Il arrête machine learning. Ça va peut-être être un génie du machine learning. Mais à quel âge est-ce que tu penses que ça sera un balance pour lui montrer l'informatique? Je sais pas vraiment parce que c'est mon premier enfant, donc je sais pas à quel âge il commence, mais je pense depuis le début, si on a parce qu'en informatique, il y a la partie logique qui est très intéressante. Et cette partie logique-là, quand tu maîtrises bien ça tout vient plus facilement. Et cette partie logique, c'est pas pour tout le monde, c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des gens qui ont plus facilité, qui sont plus à l'aise avec ça, qui comprennent bien. Il y a d'autres qui ont plus de la difficulté. C'est comme il y a des gens qui sont plus à l'aise avec mathématiques, d'autres avec la géographie ou peu importe. Et je pense qu'il y a des jouets qu'on peut acheter, il y a des trucs qui semblent stimuler cette partie-là. Donc, je pense depuis le départ, même s'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, c'est important de voir au moins cette partie logique qui est entraînée un peu, de voir comment les choses fonctionnent logiquement. Parce que c'est intéressant de voir, je ne sais pas si tu as déjà fait ça, mais de discuter avec quelqu'un qui n'a pas dans le domaine de l'informatique, et on voit que nous, avec notre façon de penser logique, on commence à trouver des solutions. Mais ça, tu peux faire ici, tu peux faire ça. Parce que nous, on a une façon, je dirais, très spécifique de penser des choses. On pense très logiquement et on ne se rend pas compte de ça. Et quand on applique ça dans notre domaine, on se dit, on peut faire ça ici. Oui, c'est vrai, je ne vais jamais pas penser. Mais pourtant, on ne serait pas capable de faire les choses qu'un avocat fait ou les choses qu'un médecin fait, on ne serait pas capable, pas en tout. Mais il y a des petits problèmes qu'on règle facilement. Parce que c'est logique, c'est dit, on fait ça, on arrive, mettons, à l'hôpital, et là, il y a comment on dit, des fichiers, des papiers qu'on amène partout. On dit, dans notre tête d'informaticien, on dit, c'est pas possible. Il y a des papiers qui traînent à gauche, à droite, et ça tombe là. Moi, ça me dépasse. Je comprends pas la logique, comment on a pensé des fois des affaires dedans. Tu sais, il y avait une fois, j'étais allé à un hôpital, puis en rentrant par la porte, la première kiosque que tu vois, c'est un kiosque pour prendre une place pour faire des prélèvements sanguins ou des prélèvements quelconques, mais tout le monde pense que c'est un kiosque d'information. Parce que c'est logique, tu rentres dans une bâtisse, tu t'attends à avoir de l'information qui est là, mais c'est qu'ils ont un kiosque d'information qui est juste un petit peu avant, mais il est en retrait et tu le vois pas beaucoup. Puis là, tu vois un line-up de gens. Fait que les gens viennent juste, puis ils coupent tout le monde, puis ils viennent commencer à poser des questions à madame. Puis les madames sont juste comme Are you dumb? Tu sais, mais eux autres, c'est leur environnement quotidien. Fait qu'ils savent que c'est pas ça. Mais pour les gens, c'est pas très logique. Puis tu sais, je les comprends, là, je les voyais arriver. Je suis comme, mais c'est juste la personne qui a pensé à ça. Elle n'a pas pensé à son affaire. C'est pas une solution, je trouve, qui est logique. Puis c'est ça, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça, mais la logique, c'est là la clé. Je pense que quand on développe
soit en machine learning, soit en développement de systèmes, mettons, des bureaux, d'une entreprise. Ben, moi, je travaille dans des systèmes vraiment différents. Ben, la première chose, c'est intéressant, qu'en développeur, l'informatique, pour l'informatique, ça sert pas à grand chose. Ça sert à rien. Dans l'informatique, c'est bien pour appliquer à d'autres domaines. Donc là, ce qui est bien en développeur, et j'aime ça aussi, c'est que tu es toujours en train d'apprendre sur un nouveau domaine, d'apprendre, de lire. Donc, moi, j'ai déjà travaillé avec des biométries, avec d'exploration de pétrole, avec, tu sais, il y a des sujets vraiment variés. En Revenu Québec, avec des pensions alimentaires, là, avec des recherches et développement. Donc, et on comprend comment ça marche. Et en faisant ça, en même temps, tu commences à penser à des solutions à des problèmes. Et nous, c'est pas qu'on est meilleur, c'est pas pendant tout ça, mais c'est juste qu'à notre façon de penser, la même chose qu'eux, ils peuvent nous amener des trucs aussi, mais nous, on peut amener des choses avec la façon logique de penser, parce qu'on sait qu'ils gardent aujourd'hui avec... Ce que, on peut pas s'attendre qu'un médecin ou un infirmier qui connaissent des systèmes, qui savent comment programmer, comment les utiliser. Mais nous, on arrive à pourquoi tu peux faire... Tu fais pas ça, c'est simple. Tu fais pas ça, ouais, c'est simple, c'est juste envoyer un message ici, tout plus que ça, plus que ci, puis là, ça dit, puis ça va marcher. Ouais, mais non, on parle des Slack, on parle si tu parles de WhatsApp ou des applications Facebook, ok, mais si tu parles des applications plus Slack, ils connaissent pas GitHub, ou, tu sais, des applications qui servent à d'autres choses. Un infirmière qui fait un git commit, git push. Pourquoi tu fais un Word et tu sauvegardes ça, tu peux perdre, tu n'as pas d'historique, mets ça dans les guides. Pour nous, c'est logique. Oui, tout à fait d'accord. Parce qu'on va mettre ça dans les guides parce que ça, je vais voir. Mais là, tu vas arriver au Québec, il y a plein de Word partout. Puis tu Excel. Comment tu fais pour récupérer un document que tu as modifié? Va dans les backups, dans la partie de bureau d'informatique et demande les gars les backups de la semaine passée pour qu'ils te donnent les fichiers. Mais si je veux le backup d'hier, non, si tu n'es pas fait, tu l'as perdu. Il n'y a pas de sauvegarde, c'est ça. Mais c'est normal parce que des fois, le monde, ils ne connaissent pas les outils. Mais c'est ça que je trouvais très intéressant. Parce que à chaque équipe que je travaillais, j'essaie de montrer au monde, regarde, même dans la maîtrise d'IA, parce que nous, on est à la maîtrise, mais c'est pas juste pour développeurs. Donc, il y a plein de gens de statistiques, plein de gens d'autres domaines. Physique, et là, ils travaillent, ils disent, bon, on va mettre ça dans GitHub. Ils disent, c'est quoi ça? Bon, ils connaissent pas. On dit non, mais comment tu fais? Je fais dans un Word et je sauvegarde, mais non, sauvegarde dans ton PC, dans ton portable. Ne fais pas ça. Mais oui, moi, c'est quelque chose, j'ai la misère à comprendre beaucoup, justement, quelqu'un qui peut travailler, mettons, avec pas de versionnage, finalement, là, tu sais. Je trouve ça, tu sais, Google Drive arrive à faire un peu ça. Je trouve que c'est un bon compromis pour un utilisateur qui veut pas maîtriser ou aller plus loin, que mettons, il veut continuer à utiliser son Word, ça, mais moi, mon fichier texte, maintenant, je les écris tout en Markdown, je les écris tout en LaTeX, parce que je peux le versionnaliser beaucoup mieux, parce que c'est du texte brut. Mais quelqu'un qui ne veut pas se rendre là, Google Drive arrive à faire ça parce qu'il est capable de retourner un historique, des sauvegardes et tout, mais ça me dépasse que tu fais juste prendre ton Word, tu mets ça sur ton ordi, puis ça arrête là. Genre, Git, en tout cas, mais encore là, comme tu dis, pour moi, c'est logique, c'est simple. Mais peut-être pour d'autres personnes, ils sont comme, mais je comprends pas l'utilité de ça, je comprends pas ça. Mais effectivement, mais je pense que du moins en informatique ou machine, c'est un incontournable. Parce que tu veux versionnaliser ton code. Parce que ça m'est arrivé, moi, des fois, je suis comme, ah non, qu'est-ce que j'avais changé là? Pourquoi ça marche plus? Là? Puis là, tu retournes en arrière, tu vas voir tes Git. Ah, ok, j'ai changé telle affaire, ça c'est plus bon, ça c'est pas bon. Puis là, tu peux modifier. Je te donne un exemple très simple. Moi, j'étais chez nous dimanche soir. Je travaillais sur mes TPI, mes choses, puis je fais que ça cette session. Et là, il y avait un verre d'eau à côté de mon ordi. Et ma blonde, elle vient, elle me dit, je vais me coucher, je suis fatigué. Elle dit, il n'y a pas de problème, là, elle vient, et elle touche le verre d'eau, et de l'eau partout sur mon ordi. Et là, je regarde comme ça, mon réflexe, c'était, je tournais mon ordi, je cherchais les commits. Et là, j'ai réussi à committer, et j'ai mis comme ça, et l'ordi est fermé. Il est fermé depuis là. Vas-y. J'ai rien, ma blonde ne comprenait pas. Non, je suis désolé, il n'y a pas de problème. Parce que j'avais un autre. Je fait là, j'ai ouvert mon autre ordi, j'ai dit, ça m'a pris en 15 minutes et je travaillais. C'est ça.
C'est pas long, là. C'est vraiment quelque chose. Ma blonde, elle dit, je suis désolé, tu as perdu ton travail. Je dis, non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Peut-être un commit. C'est parce ça, que je perds le temps de faire. De pousser le commit, mais c'est pas si pire que ça. Donc, on est habitué à... On fait un commit, on fait un ligne de code, commit. Moi, je fais git, add, commit, push tout de suite, souvent. Ouais. Je le push tout de suite souvent parce que ça arrivé des fois que c'est ça, tu l'oublies ou il se passe de quoi, puis là, tu sais, dépendant du cas, mais ou je mettons, à tout dépasser trop commit, moi je les push parce que sinon, genre, je trouve que tu as trop de retard, puis c'est un risque, j'aime pas m'exposer. Genre. Ça, c'est un problème aussi parce que quand tu travailles dans une entreprise comme développeur, il dit tu peux pas committer quelque chose qui n'est pas complet encore, qui n'est pas en fonctionnalité. Là, tu dis qu'est-ce que je fais, mais là, il y a des moyens de faire parce que quand tu commites pas local, tu commites. Ouais, effectivement, c'est ça. Ouais. Mais il y a des trucs, des discussions. Ouais, c'est vrai. Mais... C'est vrai. Moi, je fais plus de développement, pas dans le cadre d'une entreprise. Là, mais c'est ça. Ouais, si tu fais ton projet à toi, ben, tu peux committer n'importe quel virgule. Tu fais habituellement, j'utilise beaucoup des branches. Même tout seul, j'utilise des branches pour essayer de faire des features finalement. Puis je vais par feature, puis après ça, je les merge. Comme c'était comme ma branche de développement, finalement, master. Parce que des fois, je vais commencer une feature, puis je vais être comme, finalement, ça casse tout, puis je l'abandonne. Puis là, je repars une autre feature, puis j'essaie de changer. Ou de cette feature-là, je repars puis là, je continue comme ça. Mais non, c'est sûr, c'est vrai, tu sais. Puis je travaille pas beaucoup en équipe, fait que des fois, le paradigme est un petit peu différent. Mais Git, c'est un incontournable, tu sais. Ce que tu as dit, c'est très intéressant. Travailler en équipe, d'après moi, c'est un des points principaux. Moi, je trouve très important. Parce que c'est bien de travailler tout seul. Quand en informatique aussi, on a la possibilité de travailler en équipe. C'est vraiment intéressant parce que des fois, quand je travaille tout seul, j'aime bien d'avoir quelqu'un pour discuter, valider mon résultat, d'avoir des idées. Des fois, quand tu es professeur, tu vois bien ça. Quand tu expliques quelque chose, c'est là que tu comprends. Ça m'arrivait quand je commençais à donner des cours. C'était pendant les cours que je comprenais vraiment comment ça marchait. C'est ça que ça faisait, ça. Le tough, là, c'est... Faut pas laisser les étudiants... non, je m'en foutais un peu. Je dis, regarde, je peux pas savoir tout, mais plusieurs fois pendant les cours, j'expliquais quelque chose que je pensais avoir bien compris. Mais là, finalement, ils disent... c'est comme ça que ça marche. Donc, quand tu travailles en équipe, quand tu discutes avec quelqu'un, j'aime bien d'avoir toujours quelqu'un que je puisse discuter, même si c'est pas un vrai spécialiste dans le sujet, mais juste qui est là pour t'écouter. Ou challenger un peu. Dire, mais c'est pas cher, c'est pas si... C'est ça, exact, c'est très, très intéressant. Et travailler en équipe, je pense, c'est fondamental aujourd'hui. Ouais. C'est très important. Même aujourd'hui, mettons, dans la maîtrise, quand je fais la maîtrise, parce que je 17 ans dans le marché du travail et j'arrive à faire la maîtrise, je fais mes examens tout seul. Mais je suis pas habitué à faire des choses tout seul, tu vois. Je suis habitué à voir sur Google, à poser des questions à quelqu'un d'autre. Ça, parce que la vie réelle, c'est comme ça. Mais dans les examens, c'est toi et toi-même. Tu fais un examen, tu arrives, je trouvais 34. Est-ce que ça l'a lu? Ça va être ça. Ouais, peut-être ça. Moi, je trouvais 42. Qu'est-ce que... Mais non, t'as raison. Tu sais, c'est finalement... On peut pas tout connaître, comme on a dit un peu plus tôt. Puis, travailler en équipe, ça permet justement de au moins challenger et dire « OK, c'est ça qu'il voulait dire par là. » Mais oui, puis je pense que c'est ça qui c'est vraiment important parce que ça vient rapide que quand tu travailles tout seul, tu penses que tu t'embarques dans un cercle. Toutes mes affaires vont bien. Puis à un moment donné, quelqu'un regarde tes affaires ou ton code, puis comme... Mais il n'y a rien de clair dans ce que tu fais, c'est pas bon pour ci, pour ça. Puis t'es comme, oui, OK. Il y a beaucoup d'idées que j'ai eues de ma vie aussi, de ma carrière. C'était quand j'expliquais quelque chose à quelqu'un, tu vois. Parce que je t'expliquais, tu me posais une question, mettons, comment ça marche cet algorithme ici, les deep learning, là je t'expliquais, tu dis, mais si on fait ça, peut-être qu'on va avoir des trucs d'intéressants, mais là, tu gardes ça et après ça, tu peux essayer, parce que là, tu comprends un peu plus et tu essayes, juste le fait d'essayer d'expliquer à quelqu'un, il faut que tu penses comment l'expliquer, ça t'aide aussi à aller comprendre un peu plus, à aller plus loin, c'est très très intéressant. Donc c'est ça un peu aussi c'est pas qu'il me manque à la maîtrise, mais parce que n'importe où, c'est comme ça, mais
plus de discussions entre les étudiants, tu vois. Je pense que c'est, mettons que tu finis ton cours, au lieu d'aller chez toi, on reste et on va discuter qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui avec les profs. Mettons, imagine un monde comme un cours. Au lieu de 3 heures de cours, on va faire 2 heures et la dernière heure, on va juste discuter sur les sujets. Vous pouvez poser des questions, je vais donner des réponses. Ça serait très intéressant parce que des fois, tu comprends pas ce que le prof il dit. Mais ton ami à côté, il y a un moyen de t'expliquer ça. Différemment que le prof. Différemment, d'une façon différente. Donc, j'aimerais bien avoir... C'est sûr que cet échange de connaissances, ça coûte cher parce qu'il y a du monde qui va être là. Et ça, mettons, un cours avec 140 étudiants, tu ne veux pas être le prof tout seul, c'est ça. Mais mettons, ça serait très intéressant de voir du meet-up, qu'on fait du meet-up aussi, mais faire du meet-up par rapport à un cours, mettons, avec les étudiants. J'aimerais bien faire ça. C'est sûr qu'avec 4 couches, pas tant que ça détend, mais je peut-être vais essayer parce que j'essaie de faire des groupes de discussion. Mettons, j'ai un groupe en machine learning, on a 7-8 personnes qu'on échange, qu'on fait ça. Et on apprend beaucoup. Ensemble. Des gens qui sont intéressés, des gens qui veulent connaître. Donc, j'essaie de faire ça un peu à chaque cours que je fais, c'est-à-dire de faire un groupe de gens qui sont intéressés, qui veulent discuter la matière, qui veulent faire des choses ensemble. Parce que des fois, on ne peut pas faire le même TP ou faire le TP ensemble. Mais des fois, tu fais ton TP, je fais le mien, on discute, on échange, on discute. Mais le but de la matière, c'est d'apprendre. C'est ça, C'est pas Moi, j'ai fait ça souvent au bac. Finalement, on est comme 3 équipes de 2, puis finalement, on se valide. On se change pas les copies, on copie pas. C'est juste, hey, ça, là, t'es arrivé par quelle méthode? J'ai dit telle affaire. Ah, ouais, c'est bon. Quelle hypothèse c'est faite pour ça? Puis, tu sais, on échange, puis on essaie d'arriver à collectivement ensemble quelque chose de meilleur, tu sais. Donc, c'est ça un peu la maîtrise que quand tu vas aller à tes études, c'est comme même tu fais ton mémoire, tout ça, c'est comme toi et toi-même. Ben j'essaie beaucoup. Nous autres, on est chanceux parce qu'on est beaucoup au lab, tu sais, finalement, au Graal. C'est ça. On échange beaucoup. Je travaille beaucoup avec Nick, Mathieu, Jean-Thomas. Fait que j'échange beaucoup avec des collègues, qu'on fait des projets ensemble, puis qu'on essaie. Il y a mon collègue, écoutez-moi, qui s'appelle Dominique, pour vrai, à peu près toutes les fois qu'il vient, on parle, on peut pas discuter 1 heure ou 2 sur des trucs chacun qu'on fait, puis on essaie d'échanger, puis je challenger sur des choses pour aller plus loin, mais c'est pas tous les étudiants en maîtrise qui ont accès à ça. Non. Fait qu'effectivement, mais c'est une bonne idée de faire finalement des groupes de discussion. C'est comme si on a des meet-ups. Je sais pas si on pourrait faire quelque chose lié au cours, lié à l'université, ou créer des plateformes pour ça, ou des meilleurs. Parce que je sais qu'il y a un forum des fois écrit, c'est pas. Mais un moment où est-ce qu'on va aller personnellement, physiquement, on va être là pour discuter des choses, pour parler. Parce que ça, c'est très intéressant. On apprend beaucoup avec ça. Des fois, une chose qu'on pense que, ah oui, j'ai bien compris, finalement, j'ai pas compris pas tout. Ça peut arriver. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien des discussions, de poser des questions, j'aime pose des questions, j'ai plaisir à en expliquer quelque chose à quelqu'un. Mettons, ce soit des idées, ou même des idées par rapport à moi, je veux en compagnie, j'ai un ami qui veut peut-être avoir sa compagnie. Donc, il veut... OK, j'ai telle idée, parce que moi, j'ai eu mon compagnie, je passais pour plein de choses. C'était pas ici, c'était au Brésil. Transfert de connaissances un peu. Il y a des choses qui sont pareilles, tu vois. Donc, on veut... Non, peut-être qu'il faut penser à ça, ou d'autres choses. C'est quelqu'un... J'ai vécu plein de choses, beaucoup d'expériences dans ma vie, mais il me reste encore beaucoup. J'espère. mais j'aime bien dépasser ça, de monde qui pour... Regarde, tu n'es pas obligé... Oui, c'est sûr qu'on apprend quand on fait. Hein. Donc, on va faire des erreurs, c'est sûr. Mais c'est comme Michael Jordan il disait, c'est qu'il disait il faisait plus de points, je pense, dans l'histoire. C'était record, c'était lui, chaque jour, à chaque match qu'il jouait. Ce qu'il disait, il dit, je fais ça parce que je fais beaucoup des erreurs. Donc, ça me permet de réussir beaucoup. Tu vois? Donc, des gens, des fois, on a peur de faire des trucs, de dire qu'on ne va pas marcher. Même moi, des fois, ils disent non, il faut essayer. Il faut aller poser des questions, même si ça semble un peu idiot. Il faut aller discuter parce que si tu fais plus des erreurs, c'est-à-dire, tu vas avoir plus de chances de succès. Mais c'est statistique. Hein. Quand j'étais entrepreneur, si on veut, je suis allé chercher un peu sur... OK, tu vois, Mark Zuckerberg, il a eu Facebook, c'est sa seule compagnie, il est milliardaire. On dit, c'est ça la logique, on va... Tout ce qu'on... Il y a du monde qu'on connaît, qu'on connaît qui sont milliardaires, dit, il a eu sa compagnie, il est milliardaire. Mais quand tu vas voir,
combien d'entrepreneurs, combien il y a dans le monde. Et là, je commençais à regarder, il y a lu beaucoup par rapport à ça. La moyenne des faillites pour une personne qui a réussi, c'est 3. La moyenne. Donc, si tu prends un entrepreneur qui a réussi, en moyenne, statistiquement, il a dû faillir 3. Oui, 2 secondes. Oui. 15 minutes. OK, on va y aller. OK. Je peux y aller, tu peux rester ici si tu veux. OK. Comme tu Non, je vais avec toi. C'est la vaccine de mon... OK, de mon OK. garçon. Mais c'est correct, écoute... Mais juste pour ouais, finir, pour 3, conclure, ouais. c'est qu'on a peur d'essayer des choses, mais c'est juste pour dire que, regarde, tout le monde qui ont eu succès dans la vie, ils ont essayé plusieurs fois, ils ont fait plusieurs fois. Plusieurs échecs avant de se rendre C'est au ça, succès, on se rend pas compte parce qu'on voit, le gars, il est milliardaire et non, mais il y a on prend le 3e écart type au-dessus de la moyenne. Là, c'est exactement. Fait que c'est facile de prendre. Fait que c'est facile de prendre. Là, c'est facile. Là. On va voir les entreprises comme Toyota, c'était la 8e compagnie qu'il a faite. Il a fait faillite 7 fois. Avant de se rendre Harry là, Potter aussi, des livres, c'était, je pense, c'est fait refuser je sais pas combien de fois. Ouais, c'est intéressant de savoir que ça marche pas la première fois. C'est rare que ça marche. À part du Québec. Ouais, c'est une exception à la règle, c'est ça. Là. Mais c'est tout. Mais merci beaucoup d'être venu. Puis, bon succès. Merci beaucoup. Bye, bonne fin de journée.